Merci pour votre travail important, ainsi que celui de vos collègues au sein du gouvernement local. Et celui des chefs des autorités locales. Amis du pays et de l'étranger, je suis heureux de vous voir tous ici. Par des actions et par des budgets, nous, au gouvernement, fixons la politique nationale. Vous, dans chaque localité, dans chaque ville, connaissez les besoins et connaissez vos habitants mieux que nous tous. Vous les croisez dans la rue, les institutions, les écoles, les centres de résilience, les résidences, les salles de crise, les commerces et les quartiers. Vous savez très bien ce qui est urgent, ce qui manque, ce qui fait mal. Et j'ai appris que vous avez des façons merveilleuses de m'expliquer cela, ainsi qu'à mes collègues ministres. Vous le faites de manière merveilleuse, et c'est pourquoi nous travaillons côte à côte avec vous et par votre intermédiaire. Ces dernières années, nous avons mené des initiatives pour élargir les compétences du gouvernement. Au niveau local, pour transférer les pouvoirs. Nous en avons toujours parlé, nous en avons parlé. Aujourd'hui, nous le faisons. Maintenant, nous prenons des décisions concernant les autorités métropolitaines en transférant simplement le pouvoir vers vous, et c'est ainsi que cela doit être. Les ressources que nous vous transférons. Nous atteignons l'enfant à la maternelle ou en classe, aux propriétaires d'entreprise, aux soldats réservistes qui rentrent chez lui, à la famille qui a été obligée de se déplacer temporairement. Et j'ai été avec vous dans de nombreux cas et occasions où nous avons dû gérer l'évacuation et la réhabilitation. Vous avez été incroyables et les autorités gouvernementales responsables de cela ont fait un travail merveilleux. Je vous tire mon chapeau, je vous salue, merci à vous. C'est comme ça qu'il faut travailler. Gouvernement fort et autorité forte. Le gouvernement central et le gouvernement local agissent ensemble. Cela a été encore plus important pendant la guerre d'indépendance, la plus longue de notre histoire. Nos héros guerriers. Quels héros nous avons? Vraiment quels héros? Ils agissent sans relâche en première ligne du combat. Et nous, ensemble, agissons sans relâche sur le front civil. Vous, responsables municipaux et autorités, avez été appelés à maintenir la continuité opérationnelle, même sous le feu, et vous y êtes parvenus. Vous avez ouvert des centres d'urgence, écouté les angoisses, et vous avez été appelés à résoudre des problèmes urgents. En particulier, comme je l'ai dit, dans les endroits où les maisons ont été touchées, parfois des quartiers entiers ont été affectés. Cela ne vous a pas arrêté. J'ai vu votre énergie, votre attention et votre coopération avec les autorités, ce qui a aussi été remarqué dans le monde entier. Des dirigeants m'ont posé des questions à ce sujet. Ils ont dit « Comment faites-vous cela ?» J'ai répondu « Nous avons un peuple incroyable, des dirigeants qui travaillent. » Avant tout, je vous remercie pour cela. Dans le même esprit, je voudrais dire quelque chose à propos de ma politique et de celle de mes collègues du gouvernement. Cette politique s'appuie, se soutient, et elle repose sur deux piliers, la sécurité et la prospérité. La sécurité de l'État passe avant toute autre chose. Et la sécurité ne s'obtient pas avec des mots, avec des déclarations creuses. La sécurité s'obtient par la force, par la détermination, selon une seule règle. Connaissez-vous cette règle? Nos ancêtres savaient ce qu'elle était. Tuer celui qui veut te tuer avant qu'il ne le fasse. Si quelqu'un se lève avec l'intention de te tuer, lève-toi le premier pour réussir à le tuer. Nous avons dû changer nos conceptions de la sécurité et toute notre approche de la sécurité, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons changé de voie. Avec mes collègues, nous avons mené un changement fondamental. Ne pas s'enfermer dans notre monde, sortir à l'air libre, prendre l'initiative, attaquer, ingéniosité, ruse, audace. Le plus important que nous ayons fait pendant cette guerre, c'est que dès le deuxième jour, j'ai dit « Nous allons changer le visage du Moyen-Orient et nous le faisons ». Nous l'avons profondément transformé et nous continuons à le changer.
Mais la chose la plus importante que nous ayons faite, la plus fondamentale de toutes, a été de briser la barrière de la peur. Nous nous sommes transformés, et ce n'était pas un processus facile du tout, parce que nous avons été attaqués de façon terrible par ces assassins lors du massacre du 7 octobre, et il semblait que l'État d'Israël était confronté à une destruction imminente et terrible. Et j'ai pensé, comme je l'ai dit lundi, nous allons bouleverser tout l'ordre du monde. Je ne pensais pas que nous combattions uniquement le Hamas. Je pensais que nous nous battions contre l'Iran et ses relais, contre l'axe iranien, et qu'il fallait gérer cela étape par étape. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Et c'est pourquoi nous avons commencé avec le Hamas. Et cela a été difficile parce que, avec Alon, il y avait encore là-bas des centaines de nos citoyens, de notre peuple, des citoyens d'autres pays, dont certains sont ici représentés par les ambassadeurs. Salutations à vous. Nous avons dû les sauver. Et alors ils m'ont dit ce qui suit. Écoute bien ce que je vais dire. Les personnes qui viennent maintenant nous rendre visite me l'ont dit. Ils m'ont dit, Premier ministre, arrêtez, arrêtez, arrêtez tout de suite. S'il vous plaît, arrêtez. N'entrez pas à Rafah. Faisons un accord. N'abandonnez pas le corridor de Philadelphie. Faisons un accord. Nous quitterons la bande de Gaza. Nous ne garderons rien de la bande de Gaza. Nous recevrons les otages. Ce sera une victoire. Nous allons présenter cela comme une victoire. Présenter, je me souviens de ces mots. Nous allons présenter cela comme une victoire. Ils sont très doués pour présenter les choses. Amen. Et je lui ai dit, si nous n'entrons pas à Rafah, ne pourrons-nous pas empêcher le réarmement futur du Hamas? Et ils m'ont demandé, et qu'en est-il des otages? J'ai répondu, et eux, nous allons les libérer. Nous avons agi. Quand nous avons menacé d'entrer à Gaza puis y sommes entrés, ils s'y sont aussi opposés. Et nous avons ramené tout le monde à la maison, jusqu'au dernier d'entre eux, jusqu'à Rani Gabriel, héros d'Israël, et tous les autres. Un exploit incroyable, mais ils n'accepteraient cela qu'en échange d'un retrait total. Alors aujourd'hui, nous contrôlons presque 70% de la bande de Gaza et nous étouffons le Hamas, et nous avons éliminé les derniers. Il y a des architectes du massacre. Alors Adin Kadad il était, maintenant il commandait. En fait c'était leur chef. Savez-vous ce qu'ils ont fait après que nous l'avons éliminé? Qu'ont-ils fait? Rien. Aucune roquette, aucun missile, pas même une seule balle. C'est vrai, le Hamas est encore là-bas, nous allons aussi nous en occuper. Mais cela revient à peu près à quitter Gaza. Alors, des gens qui nous disaient, en gros, de nous contenter de Dieu, aujourd'hui nous disent « Mais vous n'avez pas obtenu 100%, vous n'avez atteint que 80 ou 90 ». Que se serait-il passé si j'avais suivi ces conseils? Nous aurions encore eu Ranier, Deif et Sinwar, et bien sûr, nous n'aurions pas continué au Liban. Ni avec les beepers, ni avec la vaccination. Ils avaient un arsenal de roquettes, 150 000 roquettes et missiles. Il y en a 150 000. La plus grande concentration de roquettes et de missiles au monde est dirigée vers nos villes, dirigée vers cet endroit. Pas seulement vers le nord. Aujourd'hui, ils n'ont plus que 8%. C'est encore beaucoup, il y a encore du travail à faire. Mais si j'avais écouté les conseils des personnes qui nous disent que nous n'atteignions pas les objectifs à 100%, aurions-nous obtenu ces saints avec Nasrallah et avec toute leur équipe de commandement et tout le reste? Non, je ne serais pas prêt à cela. Alors nous sommes entrés sur le territoire du Liban et nous avons réussi à éliminer Nasrallah. Nous avons pratiquement éliminé toute son équipe de commandement. Nous avons éliminé de nombreux autres terroristes. Presque 10 000. Quand je dis que nous avons éliminé, sachez que c'est la politique du gouvernement. C'est une politique consciente de ma part et de mes collègues. Et c'est aussi grâce à nos combattants, à nos commandants. Sans eux, cela n'arriverait pas.
Et c'est grâce à vous, à la résilience et à votre force. Maintenant, on vient nous donner des leçons, mais il y a encore le Hezbollah au Liban, c'est vrai. Mais il y a encore autre chose là-bas. Aujourd'hui, il y a là-bas une zone de sécurité qui empêche le Hezbollah ou ses éléments restants d'envahir la Galilée, car c'était le plan. Nous éliminons toute cette infrastructure souterraine. Je suis allé dans le sud du Liban, j'ai vu, c'est incroyable, vraiment différent. Nous avons encore du travail, surtout sur le projet Manhattan. Nous serons les premiers au monde à résoudre le problème des drones pétroliers. C'est un problème mondial, mais nous sommes en train de le résoudre. Mais vous ne l'avez pas résolu à 100%. Je comprends, mais nous sommes déjà en route. Et si nous avions suivi votre suggestion de nous arrêter à Rafah, nous n'aurions absolument rien obtenu. Zéro, rien du tout. Vraiment rien. Je ne sais même pas combien de langues différentes on parle ici. Zéro. Ce n'est tout simplement pas nous. Ensuite, nous avons poursuivi en Syrie. Là encore, on nous a clairement déconseillé d'entrer, disant que ce ne serait ni sensé, ni prudent, avec une certaine hésitation. Mais nous sommes entrés de toutes nos forces, et nous avons aussi sauvé nos frères druzes. Je les salue. Nous allons protéger les frères druzes, sans les abandonner. Nous les protégeons, et nous continuerons à les protéger. Le rugissement ou le peuple tel un lion. J'ai choisi ce nom. Le peuple se lèvera comme un lion, d'accord? Parce que nous avons un peuple de lions et une armée de lions. Et je leur ai dit, entrez, allons-y de toutes nos forces. Je l'ai aussi dit au président Trump, à deux présidents, d'abord à Biden, quand ils m'ont dit, n'entrez pas à Rafah. Vous savez pourquoi ils ont dit, n'entrez pas à Rafah? Parce que le président des États-Unis dit qu'il va arrêter de fournir des armes. J'ai dit, je le respecte beaucoup, et il est aussi venu ici au début de la guerre. Mais nous n'avons pas le choix. Nous allons entrer, et s'il le faut, nous nous battrons avec nos ongles. Parce qu'il y a des moments où il faut savoir dire, même au président des États-Unis, ce pourquoi nous nous battons. Quand j'ai vu le président Trump, avant, avec un cœur de lion, je lui ai dit, nous allons en Iran parce que je ne vais pas attendre que ces ennemis qui déclarent ouvertement qu'ils veulent nous détruire, vous aussi d'ailleurs, je lui ai dit, mais nous d'abord, je ne vais pas laisser cela arriver. Et c'est pour cela que nous agissons. Je n'ai pas demandé la permission, j'ai juste communiqué notre plan. Heureusement, il nous a aussi rejoints à la fin, dans une action très importante. Mais on disait, c'est impossible, ne fais pas ça, ne t'implique pas, parce que l'Iran viendra et détruira nos villes, et détruira nos citoyens, et des milliers, voire des dizaines de milliers, mourront. Alors, parmi ces personnes qui nous ont dit, n'entre pas à Gaza, n'entre pas à Rafah, n'entre pas au Liban, n'entre pas en Syrie, n'entre pas en Iran. Maîtres de l'univers, n'attaquent pas, n'exposent pas leur direction. Aujourd'hui, ils viennent nous dire, mais vous n'avez pas terminé le travail. Ceux qui n'ont rien fait viennent nous dire, vous n'avez pas atteint 100%, vous n'avez réussi qu'à 80 ou 90%. Il reste encore du travail à faire, ce n'est pas fini, c'est vrai. Mais qui va le faire? Si vous n'avez pas de leadership? La version qui est véritablement réelle, et pas seulement celle qu'ils ont l'habitude d'insérer dans les éléments de langage, qui est le oui, en effet. Toutes sortes d'agences de publicité. Quand vous êtes testé sur le terrain, comme nos commandants le sont sur le terrain, alors le seul résultat qui compte, c'est le résultat. Et le résultat est grandiose. Il reste encore du travail à faire aussi à Gaza, aussi là-bas, aussi au Liban, aussi contre l'Iran. Mais je veux vous dire deux choses. Tant que je serai Premier ministre, l'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. Et il y a une autre chose. Tant que je serai Premier ministre, nous maintiendrons fermement la zone de sécurité dans le sud du Liban. Dans la mesure où cela sera nécessaire pour garantir la sécurité du Nord. Ensemble, nous avons beaucoup œuvré pour la prospérité. J'ai dit que la sécurité est le premier pilier. J'en ai parlé un peu plus à ce sujet. Vous savez pourquoi?
Parce que nous n'avons pas d'existence sans sécurité, et la sécurité s'obtient avec des décisions courageuses, des commandants et des soldats courageux. Ça, nous en avons à revendre. Mais comprenons que cela doit continuer, et il est possible d'accomplir de grandes choses aussi sur le plan diplomatique, justement grâce à la force que nous avons démontrée. Mais j'ai aussi parlé de prospérité. À cet égard, nous avons promu des plans de développement, de croissance et de relance avec vous, dans des proportions sans précédent. Nous l'avons fait avec difficulté. Bonjour Dorit Droric, directrice générale, levez-vous un instant. Écoute, tu le mérites. Merci. Droric Steinmetz est la directrice générale, vous la connaissez tous, du cabinet, le cabinet du Premier ministre. Et elle a aussi travaillé avec les directeurs généraux d'autres ministères, et elle a travaillé avec vous. Et ici, un travail incroyable a été accompli ensemble. Je veux que nous mesurions l'ampleur des investissements évoqués. Rien que l'année dernière, nous avons consacré environ 23 milliards de shekels au renforcement du Sud. Reconstruction de la région d'Otef, Israël, développement du Negev occidental, consolidation de la position de Beersheva en tant que métropole en pleine croissance, construction d'infrastructures, création d'opportunités d'emploi, extension des services de santé, promotion de l'innovation, et le plus important, nous voyons les résultats de nos propres yeux. Parce que le Sud ne se relève pas seulement, il s'épanouit. Dans l'ouest du Negev, y compris la zone autour de Gaza, il y a une demande record pour le logement. Les anciens habitants reviennent, de nouveaux habitants arrivent, des communautés renaissent. C'est la véritable victoire. Il ne s'agit pas seulement de reconstruire ce qui a été détruit, mais de créer une réalité plus favorable. Ainsi, dans le Sud, nous avons su la preuve de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque le gouvernement et les autorités locales travaillent ensemble, guidés par une vision commune. Ce que nous avons fait dans le Sud, nous le ferons aussi dans le Nord, et nous avons récemment approuvé au sein du gouvernement une série de décisions en faveur du Nord pour une valeur de 29 milliards de shekels. Cela inclut la reconstruction des communautés sur la ligne de confrontation, l'expansion des implantations en Galilée et sur les hauteurs du Golan, la culture, la santé, l'éducation, l'emploi et les transports. Et d'autres points. Université de Kiryat Shmona, train pour Kiryat Shmona. Avant, on s'en moquait, mais plus maintenant. Après la révolution des infrastructures que j'ai connue, j'ai eu le privilège de diriger. Vous savez pourquoi ? Ayant servi dans l'unité Sayeret Matkal, j'ai dû accomplir une partie de mon service en Syrie. Désolé sur le Golan, aussi en Syrie, et il fallait d'y arriver. Et nous voyagions sur la route de Beit Lid, une route étroite, mais quand nous arrivions à Wadi Hara, nous nous retrouvions bloqués dans les embouteillages. Il fallait des heures et des heures pour y arriver, et quand nous descendions vers le canal de Suez, c'était la même chose. On roulait sur une route complètement défoncée, à peu près jusqu'à Kiryat Gat, et puis on s'arrêtait. En fait, jusqu'à Kiryat Malak, pas Kiryat Gat, désolé. Et j'ai demandé pourquoi. Pourquoi est-ce comme ça? Et au moment où j'ai eu l'opportunité en tant que Premier ministre, j'ai dit « Nous allons simplement couvrir le pays d'autoroutes, d'échangeurs, de tunnels, de trains. » Et cela se passe réellement, et Kiryat Shmona en fait partie. C'est le résultat de tout cela. Et il s'agit également de l'extension de l'autoroute 6 vers le nord, du renforcement des zones centrales de la Galilée et d'autres projets qui renforceront le nord pour de nombreuses années à venir. Et je le répète, ma promesse aux habitants du Nord et à vous, dirigeants des autorités locales, est claire. De la même manière que nous avons apporté la renaissance au Sud, nous apporterons également un progrès au Nord, et tous ceux qui ne croyaient pas à l'époque que cela arriverait dans le Sud le voient maintenant. Les chiffres le prouvent. La plus forte poussée de croissance du pays se trouve actuellement dans la région autour de Gaza, c'est donc quelque chose d'incroyable. Cela ne me surprend pas, c'était prévu. Il en sera de même dans le Nord, de même que le Sud attire aujourd'hui de nouvelles familles, des investissements et de la demande, le Nord en attirera aussi. Nous ne nous contentons pas simplement de ramener les habitants chez eux, nous investissons de grands efforts pour attirer de nouvelles populations, mettre en place de nouvelles infrastructures, développer de nouveaux moteurs de croissance pour le logement, l'emploi, pour tous les besoins de la vie. Et je veux dire quelque chose. En dehors du Nord et du Sud, de nombreuses autorités sont encore représentées ici.
Alors, mes amis, chefs des autorités des autres régions du pays, nous menons également des initiatives importantes pour vous. Nous avons supprimé des obstacles pour environ 850 000 unités de logement. C'est presque 1 million d'unités de logement. Nous avons signé des accords cadres pour environ 200 000 unités de logement supplémentaires. Nous avons pris une décision historique de construire 2 nouveaux aéroports internationaux et passons à l'action. Nous avons un aéroport dans le sud. Je ne peux pas résoudre cela. Impossible de construire dans le sud la base de l'armée de l'air et des contraintes ici, et ils n'en veulent nulle part. J'ai dit, apportez-moi la carte. Je regarde la carte et demande, et cet endroit? Monsieur le Premier ministre, ça, c'est près de Gaza. Je dis, Gaza n'existe pas. Il ne nous tirera pas dessus, et s'ils le font, il ne restera personne. De toute façon, il ne restera plus personne. Alors, et Tseline? D'accord. Alors, maintenant, nous construisons le camp du sud à Tseline, et celui du nord sera aussi construit. Nous le faisons. Nous ne tournons pas autour du pot. Nous faisons, nous transférons, nous budgétisons, nous développons, nous construisons avec vous. De plus, nous renforçons Jérusalem, ses environs, Gush-Dan, Sharon, Judée et Samarie. La colonne vertébrale orientale du pays, j'y ai été tout au long de mon mandat. Nous allons aussi fermer cette frontière. Tout comme, sous ma direction, nous avons fermé la frontière avec l'Égypte, puis la frontière au Liban et ensuite sur les hauteurs du Golan. Tout cela, nous sommes en train de le faire. Et il y a encore d'autres domaines que vous connaissez très bien, vous en faites aussi partie. Toutes les technologies du futur, l'IA, le quantique et d'autres domaines sur lesquels nous travaillons. Je viens de visiter une école au Mali, la Dumaine. C'est tout simplement un plaisir de voir ces enfants adorables déjà travailler avec l'intelligence artificielle. Plus ou moins comme vos enfants, vos petits-enfants travaillent déjà. Les petits travaillent déjà avec les téléphones portables. Ainsi, ils travaillent déjà dans la prochaine génération, dans les générations à venir. Nous avons établi au cabinet du Premier ministre le siège national de l'intelligence artificielle. J'ai placé à sa tête un professionnel de très haut niveau, le général de brigade de réserve Erez Azakel. Et ce centre travaille avec tous les grands. Ce n'est pas un hasard s'ils viennent ici. Ce n'est pas un hasard si Nvidia vient ici. Nvidia, vous connaissez, une petite société. Mais elle est en Israël. Le monde entier court après eux et notre économie progresse rapidement et personne ne comprend comment. Comment est-ce possible? Comment l'économie d'Israël et le shekel ont presque atteint un record face au dollar? Comment? Parce que nous faisons les bonnes choses. Nous avons ouvert notre économie, nous l'avons transformée en une économie libre. Nous partageons cet accomplissement avec vous et la combinaison de la politique gouvernementale, de l'économie, du secteur privé, du génie qui existe parmi nos citoyens, transforme Israël en une grande puissance. Et d'autres défis nous attendent? J'ai parlé des défis en matière de sécurité. Nous avons aussi des défis face à la campagne de délégitimation menée contre nous dans le monde et nous allons y faire face également. C'est le 8e front. Je ne compte pas la négliger, j'agirai sur ce front. Alors, les conquêtes sont vastes. Savez-vous quelle est la plus grande conquête? Mais la plus grande et la plus importante conquête pour tous ces bons à rien qui passent leur temps à parler de 100%. Savez-vous quelle est la principale conquête de cette guerre? Notre plus grande conquête, c'est que si nous n'avions pas agi dans la vallée blanche et ensuite dans les montagnes, l'Iran aurait déjà des bombes atomiques pour nous détruire. Et c'est exactement cela que nous avons évité. Nous avons écarté la menace immédiate, nous avons écarté la menace immédiate de milliers de missiles balistiques. Je vois ici des gens assis en silence là-bas au fond. Attendez quoi? On va applaudir ça, bien sûr. C'est notre existence, c'est notre sagesse. C'est le principe simple auquel je crois. Celui qui vient pour te tuer, lève-toi tôt et tue-le en premier, ne le laisse pas te tuer, sois le premier à agir. C'est notre véritable politique. Nous devons continuer avec elle, car l'histoire ne s'arrête pas et les défis persistent. Nous devrons aussi nous positionner à l'international, en plus de collaborer avec notre grand ami, les États-Unis, que j'ai oublié de mentionner.
Nous avons aussi ajouté 350 milliards de shekels au budget de la défense pour la prochaine décennie. Un supplément. Pourquoi? Parce que je veux un État d'Israël indépendant, parce que je veux une industrie d'armement souterraine aussi indépendante que possible, et j'élargis aussi nos alliances. Nous allons maintenir les alliances existantes et nous allons les élargir, mais avant tout, nous devons être indépendants. Et c'est l'objectif, tout simplement. J'ai rencontré à Gush Etzion des soldats réservistes suivant une formation de tireurs d'élite. C'est tout simplement incroyable de les voir. C'est incroyable de voir et d'entendre leur état d'esprit. N'écoute pas les chaînes ni cette industrie du découragement. Nous sommes des balles. Ils viennent de tout le pays, prêts à se battre et à continuer de lutter pour notre terre. Et puis ils m'ont posé une question. L'un d'eux m'a demandé « Monsieur le Premier ministre, quelle est votre vision et qu'imaginez-vous dans 30 ans ?» Je lui ai répondu « Personne ici n'est prophète, mais dans la vie des nations, le facteur qui détermine réellement le destin, c'est la force. Si vous êtes fort, ils viendront vers vous, feront des alliances avec vous et signeront des accords de normalisation et des accords de paix avec vous. Mais si vous êtes faible, surtout dans cette région, votre destin sera totalement scellé. Surtout lorsqu'ils déclarent que c'est ce qu'ils veulent nous faire. Dans 30 ans, dans 5 ans et dans 10 ans, je vois un Israël plus fort que jamais, capable de se défendre, de protéger ses habitants, de frapper ses ennemis. Celui qui vient te tuer, lève-toi et tue-le en premier, et nous serons très forts. Autant au gouvernement central qu'au gouvernement local, également dans les forces de défense israéliennes et dans tous nos services de sécurité. Le peuple d'Israël vit et l'Éternel d'Israël ne ment pas. Merci beaucoup à vous. Merci.